Ici Roger Clevet, bienvenue à Inter-Roger. On vous a habitué à toutes sortes de surprises, mais encore aujourd'hui. Le sujet est difficile un peu à cerner. On a une invitée qui va prendre le temps de nous expliquer ça comme il faut. On va parler étonnamment des personnes aînées. On parle aussi des jeunes, mais des gens qui vivent avec des conditions assez spéciales. Et la personne qu'on va rencontrer, c'est une chercheuse, une étudiante de haut niveau qui entreprend des recherches avec des questionnaires auprès du personnel qui intervient dans les institutions. Je garde un petit peu de mystère pour vous la présenter. Je vous présente Anaïs Berthiaume. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, il y a un peu de mystère dans ma présentation, Oui. mais en gros, vous faites une recherche par le biais d'un questionnaire auprès des gens, du personnel qui travaille en institution. Et pourquoi l'objectif de cette étude-là? Vous vous adressez à ce personnel-là, il y a une raison spéciale. Oui, on cherche à documenter les perceptions de ce personnel-là quant au bien-être sexuel des personnes de 65 ans et plus, donc les personnes âgées, qui ont un trouble neurodéveloppemental. Ça, c'est déjà le comportement sexuel par rapport à des conditions qu'on connaît. On ne parle pas de ça tous les jours. Non. On en parlait souvent, de la sexualité des aînés, mais là, on entre dans une catégorie des gens qui vivent avec une condition qui les limite. Alors, on parle de la réalité sexuelle, leur désir, comment ça se manifeste et comme intervenant, comment on doit réagir à ça. Exact, c'est ça. On veut aller documenter comment les intervenants perçoivent ce bien-être sexuel-là, puis comment concrètement, c'est quoi les freins, c'est quoi les obstacles, mais c'est quoi aussi les éléments facilitants dans leur milieu de travail. Donc, en institution, comment ça se passe concrètement quand il y a un besoin qui est émis par un usager? Mais vous, comme psychoéducatrice, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Parce que ça doit être rare, des études là-dessus. Oui, c'est sûr que c'est assez rare. Il y a très peu de documentation en ce moment. La psychoéducation s'imbrique plus au niveau de comment l'environnement peut venir soutenir l'individu. Donc, moi, ma vision est plus au niveau du potentiel expérientiel qu'on appelle en psychoéducation. Fait que comment est-ce que je peux justement aménager l'environnement de l'individu, l'usager, pour lui permettre d'avoir une autodétermination puis un bien-être sexuel qui est épanoui. C'est ça le but. Prenons des exemples concrets là, pour qu'on comprenne. On ne parle pas de relations sexuelles débridées. C'est simplement que chaque être humain, qu'il soit en vieillissant ou jeune, avec des conditions, il y a des pulsions, il y a des désirs. Comment ces désirs-là, on répond à ça comment quand on est du personnel? Et ça doit être très embêtant. Alors, avez-vous eu déjà des réponses de gens où, je ne veux pas vendre la mèche, mais il y a eu sûrement des gens qui ont rempli le questionnaire? Oui, on a déjà eu des répondants à notre questionnaire. Puis, tout dépendamment des différentes sections, ils se positionnent au niveau de leur niveau de confort, au niveau de qu'est-ce qu'ils feraient, qu'est-ce qui est possible ou pas dans leur institution. Puis, c'est sûr que tout dépendamment du milieu de vie de la personne, bien, ça change. Quand on est en résidence intermédiaire versus en CHSLD, c'est pas les mêmes politiques, c'est pas les mêmes règles. Non. Fait que là, ça change au niveau des réponses. Mais pour l'instant, j'ai pas d'analyse préliminaire ou rien, mais moi, ce que je cherche à aller déterminer, c'est est-ce que ça va changer si l'âge de l'usager change? Donc, est-ce que s'il y a un comportement qu'on accepte avec un usager de 24 ans, mais que là, on le transpose sur quelqu'un de 75, que ça devient plus correct, ou à l'inverse, c'est très encouragé, mais pas quand ils sont jeunes? C'est tout ça qu'on cherche à aller documenter également. Oui, puis on frôle le tabou, parce que, les personnes âgées qui vivent en CHSLD n'ont plus de désir. Il y a des tas de découvertes que vous allez faire en même temps. Peut-être que ça va contredire des études qui ont avancé des choses, oui. Oui, ça pourrait aussi, tout dépendamment. Puis, tu sais, le tabou n'est pas juste au niveau des troubles neurodéveloppementaux, mais aussi de la population en général. Souvent, les gens, ils ont une préconception qu'à partir de quand on devient une personne âgée, donc 65 ans et plus selon la littérature, bien qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de pulsion, il n'y a plus de besoin sexuel. Mais on le sait, puis la science le prouve, que c'est l'inverse. C'est juste que la sexualité va changer. Ça ne sera pas nécessairement des rapports qui sont pénétratifs. On va chercher davantage les câlins, les attouchements, se flatter, la connexion émotionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de désir. Il est juste différent. Fait que comment bien l'adapter pour un contexte de milieu institutionnel qui, je rappelle, est leur maison. C'est là où est-ce qu'ils vivent. C'est là où ils vivent. Mais justement, dans l'ensemble du Québec, puis je n'ai pas fait le portrait du reste du Canada ou ailleurs dans le monde, quel visage ça prend, cette espèce de sexualité, cette expression? Est-ce que il y a un code? Est-ce que c'est codifié dans les institutions au Québec pour dire voici ce qu'on permet, voici ce qu'on ne permet pas, ou ça va permettre d'établir un code de conduite? Nous, ce qu'on pense, c'est que ça va venir clarifier un code de conduite qui est déjà
présent, mais pas 100% appliqué et pas transversal. C'est jamais le même code de conduite partout. Par contre, le droit au bien-être sexuel, de manière générale, c'est un droit acquis. Tout le monde a le droit à de la sexualité de manière adéquate et consentante, qu'on ait un trouble neurodéveloppemental ou pas. Dans ce cas-ci, nous, c'est des personnes qui sont autistes avec ou sans déficience intellectuelle. Donc, il y a aussi la notion de est-ce que la personne est capable de consentir ou pas à un rapport sexuel ou à un contact sexuel quelconque. Est-ce qu'il s'agit de mettre en relation des gens qui n'ont pas de lien de parenté, pas d'affinité, ou si ça peut être un couple, par exemple, le mari est à l'autre bout de l'institution et l'épouse est là, ils ont le droit de se voir, bien entendu, mais on parle de cas qui s'approchent l'un de l'autre, qui se connaissent, ou on parle de cas de parfait inconnu qui expriment une certaine sensualité, une certaine sexualité. On parle des deux. En ce moment, CHSLD, puis dans certaines résidences, il y a interdiction d'avoir la porte fermée ou d'avoir deux usagers dans la même chambre également. Donc déjà là, on a un très grand frein environnemental et structurel. C'est un des obstacles que vous allez documenter. Un des obstacles qu'on documente également, mais ça va varier justement selon qui fait l'intervention. Donc, est-ce qu'il y a un intervenant, un préposé aux bénéficiaires? Est-ce que c'est un gestionnaire qui prend la décision? Tout ça est encore un peu flou, puis ça dépend vraiment du milieu à proprement dit. Et comment c'est accueilli justement dans le milieu institutionnel, personnel infirmier, les gens qui interviennent? Est-ce qu'on est surpris un peu de cette approche? Au niveau de la recherche, oui. Bien, il y a un intérêt, je pense qu'il y a une curiosité au niveau du sujet de recherche. Même pour les médias, ça. Ça nous intéresse parce qu'on n'a pas parlé souvent de ça. Non, puis on n'en parle pas de manière très large, grand public ou devant les gens normalement. Donc, c'est intéressant d'apporter le discours. Puis je pense que ça apporte une réflexion minimale de se dire, en ce moment, je n'ai pas ce contact-là avec mes usagers, je n'ai pas eu cette demande-là, mais si je l'avais, qu'est-ce que je ferais? Oui. À quel point je serais à l'aise ou pas de prôner un bien-être sexuel, comment je peux aider mon usager à se sentir bien là-dedans tout en me respectant en tant qu'intervenant, tout en respectant mon institution. Donc, il y a tout ça qu'on va chercher à voir. C'est pour ça que c'est les perceptions, les attitudes, mais aussi les compétences. Parce que si je ne me sens pas à l'aise d'aborder la sexualité avec mon usager, bien, je vais peut-être avoir tendance à freiner tout comportement sexuel. Oui, puis quand on entend sexualité, c'est ma génération qui est comme ça, mais on pense vraiment le sexe, alors que ça peut être un baiser, ça peut être un attouchement. La Saint-Valentin s'en vient, je vais donner un câlin aux gens que j'aime. Ça exprime à la fois un désir de normalité. Exact. Même si on est en institution, ça n'empêche pas. Donc, c'est très large, la notion de santé sexuelle. Oui, bien-être sexuel, ça englobe tout. On ne voulait pas rester juste dans un cadre plus restrictif au niveau de la pénétration ou d'un comportement sexuel de préliminaire, de fellation, etc. On voulait ouvrir davantage à une discussion plus globale sur la sexualité en tant que telle, mais encore plus le bien-être sexuel. Parce que pour nous, c'est ça, c'est la vision que ça peut être un besoin qui est positif et qui doit être répondu s'il est exprimé. Ça veut dire qu'en plus de faire avancer la science, la recherche, vous allez aussi l'utiliser pour votre mémoire de maîtrise. Oui. Alors, vous avez un directeur de maîtrise, le directeur de thèse, comment vous y avez suggéré ça et quelle a été la surprise? Parce que ce n'est pas tous les sujets qu'on va suggérer qui vont remporter tout de suite la mise. Non, vous avez présenté ça et comment ça a été reçu? Parce qu'il va en sortir une thèse au bout de ça, un mémoire, je veux dire. Un mémoire, exactement. Moi, j'ai la chance d'avoir une co-direction. Donc, j'ai une directrice de mémoire qui est professeure Isabelle Préfontaine à l'Université Laval. Puis, j'ai une co-direction qui est Sophie Higgins, qui est professeure également en psychoéducation, mais à l'UQAT, donc à Abitibi-Témiscamingue. Ah, OK. Oui. Puis ensemble, leurs expertises viennent se complémenter, puis c'est comme ça qu'on arrive à couvrir comme 3 sujets en même temps, soit la psychoéducation, bien évidemment, mais les personnes âgées, la sexualité, puis les troubles neurodéveloppementaux, donc l'autisme, la déficience intellectuelle. Anaïs, c'est ce que vous avez fait, bon, sûrement des recherches, mais à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada, où on en est sur le plan mondial au niveau de cette recherche, de cette collecte d'informations? Il y a encore très peu de recherches qui ont été faites à ce niveau-là. Oui, c'est quand même étonnant. Pourtant, des pays scandinaves qui sont toujours en avance, puis là... Bien, il y en a quelques-unes. On n'est pas à zéro au niveau de la littérature scientifique, bien évidemment, mais pas assez pour avoir quelque chose de concret ou de transposable. Il n'y a pas déjà une formation qui a été faite pour les intervenants qu'on pourrait adapter au contexte québécois ou canadien, etc. Elle n'existe pas. Du moins pas dans ce qui a été vu de notre côté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on pourrait justement, à la suite de nos recommandations, à la fin du mémoire, voir s'il y a un besoin de formation. Peut-être qu'il n'y en a pas, c'est ça qu'on va découvrir. Il va sûrement s'exprimer. On se doute que... C'est des questions à développement. Les gens exact. peuvent dire aussi, en passant, nous suggérions, et puis vous allez tout prendre ça en note.
Oui, puis c'est un projet qui est comme en 2 volets, puisque c'est un devis mix qu'on appelle en recherche. Donc, je fais du quantitatif, de la statistique, mais je fais également des entrevues, donc du qualitatif. Fait que c'est là que je vais pouvoir approfondir avec les répondants, à savoir, vous, en tant qu'intervenant, comment est-ce que vous vous positionnez face à telle situation. Puis là, nous, on a décidé d'utiliser des vignettes contrastées, qu'on appelle. Donc, on a une petite mise en situation de quelques lignes qui présentent un comportement de bien-être sexuel. Donc, j'aimerais avoir ma copine dans ma chambre pour une nuit. Je vis dans un CHSLD, je suis une personne autiste et j'ai une déficience intellectuelle légère. Puis là, en tant qu'intervenant, on leur pose la question, que faites-vous suite à cette demande? OK. Puis là, la personne, elle va nous expliquer comment elle, dans son milieu, elle interviendrait. Comment est-ce qu'elle ferait son intervention? Est-ce qu'elle le permet tout de suite ou pas? Est-ce qu'elle va se référer à quelqu'un? C'est quoi la procédure? Est-ce qu'il y a une procédure? C'est quoi ses réflexions? Puis est-ce qu'il y a eu justement une fermeture, des gens peut-être froissés, pas habitués, on touche à quelque chose dont on ne parle pas souvent. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens carrément, ils ont dit, moi, je ne veux pas répondre à votre questionnaire ou il n'y a rien d'obligatoire? Non, il n'y a rien du tout d'obligatoire. Donc, des gens qui nous écoutent, des intervenants Ouais. ici dans la grande région de Portneuf, Oui. qui travaillent auprès de personnes qui ont des cas comme ça. Mm-hmm. Hein, c'est vraiment pas courant, mais ils vont s'ouvrir à une nouvelle réalité. Ça vient les aider, ça peut développer des outils pour mieux comprendre les personnes qui nous sont confiées, n'est-ce pas? Exact. Puis les intervenants sont appelés à remplir un questionnaire en ligne qui va être affiché justement à l'écran, mais aussi mis en commentaire au besoin. Puis c'est 15 minutes, ils répondent aux différents choix de réponse. Puis s'ils le souhaitent, ils nous laissent une coordonnée, donc un courriel, qui permet d'avoir accès à l'entrevue s'ils le désirent. Okay. Mais c'est traité en toute confidentialité. Toute là, confidentialité. Parce qu'on parle de choses qui ne sont pas faciles à traiter. C'est pour ça qu'on laisse le choix aux répondants de dire, moi, je veux être contacté pour une entrevue ou je ne veux pas. Si c'est je ne veux pas, bien, toutes les données sont anonymisées de toute façon. Donc, on ne pourra pas reconnaître. Est-ce qu'il y a un échéancier pour l'étude comme telle? La collecte de données se termine le 31 août. Donc, la fermeture de la collecte, jusqu'à la fin de l'été. On se donne quand même du temps pour aller chercher plus de répondants. L'objectif, c'est d'avoir 40 répondants au questionnaire, puis 8 en entrevue. Puis des régions touchées, on a Chaudière-Appalaches, la capitale nationale, dont on fait partie. Et là, pour la première fois, on vient dans la région de Portneuf. Oui. Alors, ça devrait être intéressant d'avoir un peu les résultats de ça. Mais vous connaissant, j'ai vu un peu votre parcours d'études et puis ça n'arrête jamais. Hein, depuis le tout jeune âge, même si vous êtes encore très jeune. Ouais. Est-ce qu'on peut prédire à quoi vous allez consacrer vos énergies dans les prochaines années? Moi, je me suis laissé dire que tout ce qui s'appelle les centres de jeunesse, ça pourrait avoir un certain écho chez vous. Est-ce qu'on pourrait faire des études sur le fonctionnement, sur les traitements, sur les thérapies, tout ça qu'on utilise dans des centres de jeunesse? Oui, ça pourrait être intéressant. C'est sûr qu'en tant que future psychoéducatrice, à la fin de ma maîtrise, j'ai un stage final à faire, puis il va être fait en centre jeunesse, justement, au CIUS de la capitale nationale, l'année prochaine. Fait que ça peut être intéressant. La recherche de peut-être un cadre d'enseignement, ça pourrait être les prochaines étapes. Ça mène à un enseignement quand on fait une maîtrise comme ça. Quand on fait une maîtrise, oui, si on continue au doctorat par la suite, oui. En étant doctorante, je pourrais aller chercher une charge de cours, enseigner ensuite aux gens au baccalauréat. Puis là, il y a différents sujets qui peuvent être explorés, différents cours. Continuer aussi de faire des recherches, parce que là, si on voit qu'il y a un besoin imminent d'une formation, mais ça pourrait être un sujet intéressant de doctorat à développer. Créer une formation, la tester, l'implanter auprès des intervenants, puis voir si ça a des belles retombées sur les usagers. Aussi, sinon, prendre un peu le même sujet de recherche que j'ai là, mais aller questionner les usagers. Parce que là, pour des enjeux de temps et d'éthique, c'était plus simple d'aller avec les perceptions des intervenants. Parce qu'il y a moins d'enjeux éthiques à ce niveau, mais ça pourrait être intéressant aussi d'aller voir ça, ou même quand ils ne sont pas en milieu institutionnel, quand ils sont à la maison, puis qu'ils habitent encore en milieu résidentiel naturel, donc avec leurs parents la majorité du temps ou avec la fratrie, comment ça se passe, le bien-être sexuel? Comment est-ce que les interventions sont faites par la famille? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Donc, tout ça aussi, ça pourrait être des belles avenues. Mais le vieillissement, en général, a énormément de potentiel en termes de recherche. En tout cas, il y a de l'avenir parce que la pyramide est inversée. On sait que beaucoup de personnes âgées, dont moi, on est en bas complètement. Puis pour faire vivre toute cette société vieillissante, bien, il y aura beaucoup moins de jeunes qui vont nécessairement être taxés davantage et ainsi de suite. Ça peut créer encore plus des conflits de génération parce que si on est à travailler toute sa vie puis on se dit, bien, les gens, les autres, ils sont rendus à un âge où ils peuvent moins travailler, ont moins d'occasions, moins d'intérêt. Alors,
il y a toute cette dimension-là qui est nouvelle, relativement nouvelle, on peut Ouais. dire. Puis on est surpris. C'est comme si on ne l'avait pas vu venir. Mais les décideurs auraient pu prévoir, ne serait-ce que des codes de conduite par rapport aux gens qui vivent avec certaines conditions. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres un peu parce que on reçoit beaucoup de personnes ici interrogées de tous les milieux. Vraiment, c'est foisonnant, c'est extraordinaire. À quel moment on s'intéresse à vouloir devenir quelqu'un dans la recherche? Est-ce qu'un jour, vous vous êtes levé, puis... Soudainement, la au recherche lieu, était... au lieu d'intérêt. de jouer avec des petits camions ou des poupées, il a dit, ben, si on y arrache un bras, on va l'opérer. J'exagère, mais quand même, à quel moment ça commence, la curiosité pour la science, le savoir? À quel moment chez vous? Mais je pense que ça a toujours été présent. J'ai toujours été quelqu'un de très curieuse, qui avait une soif intellectuelle de comprendre les choses, comment c'est fait, comment on arrive à ça, pourquoi on prend telle décision, comment ça fonctionne. Beaucoup de réflexions de mon côté sur divers sujets. Puis j'ai eu la chance, dès mon entrée au baccalauréat, d'être approchée par l'Institut universitaire en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, au CIUS-MCQ, Maurice-Centre du Québec. OK. Puis j'ai été engagée comme auxiliaire de recherche. Puis depuis, ça fait maintenant 4 ans, je travaille avec eux. Donc, je travaille avec différentes chercheuses et chercheurs qui développent des projets de recherche. Donc, j'ai baigné dans la recherche tout au long de mes études universitaires. Fait que là, quand il était rendu mon choix de maîtrise, j'avais le choix entre la recherche, la maîtrise professionnelle ou la maîtrise professionnelle et de recherche, donc avec mémoire. Puis là, je me suis dit, ah ben là, ça fait 4 ans que j'accompagne des chercheurs, ça pourrait être intéressant que je devienne une étudiante chercheuse aussi, puis que je mène mon propre projet sur un sujet qui m'intéresse. Oui, mais pointu, puis en même temps, les proches, nos proches, ça doit être difficile quand on... En quoi tu étudies? Ah ben là, Ouais. hein, c'est pas toujours simple, c'est pas une réponse. Moi, je prends pour le Canadien, puis Ouais, non. c'est pas ça, là. Alors, ça doit être aussi la contrepartie, c'est de savoir vulgariser, d'expliquer aux gens ce sur quoi on travaille. On a eu des chercheurs, des chercheuses ici qui sont venus, qui nous l'ont expliqué. Vous faites la même chose. Alors, c'est ça aussi. Il y a un prix à payer parce qu'on ne va pas dans la facilité, là. Non, non, non. Il y a un exercice de vulgarisation de... moi, je baigne dedans 40 heures semaine, je travaille là-dedans, donc je suis rendue très, très, très spécifique dans mes termes, dans mes données, mes réflexions. Mais quand je parle avec les gens autour de moi, ils n'ont pas passé 40 heures semaine sur le même sujet. Fait que comment adapter le discours, comment avoir les bons termes. Mais on a aussi un beau support en tant que futur chercheur puis étudiant-chercheur au niveau de l'ACFAS, au niveau des différents centres de recherche. L'ACFAS, c'est l'association qui permet le foisonnement de la science et tout ça. Exact. Ces colloques-là, quand ça a lieu, il faut y aller parce que ne serait-ce que pour voir la multiplicité de toutes les recherches, bien, on va voir si vous avez la capacité de vulgarisation. Je vais vous laisser le mot de la fin. Vous allez vous adresser aux gens qui travaillent, les intervenants de la grande région de Portneuf, qui sont aux prises avec ces réalités-là. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de participer à la recherche et de vous assurer qu'ils ont bien compris le message? Et même pour les gens autour qui ne sont pas des intervenants, mais monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qu'est-ce que vous leur dites? Et ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Est-ce que je vous regarde, vous? On continue Vous ici? pouvez regarder directement, ici. À la caméra? Comme ça, moi, je vous écoute. Alors, parfait. OK, allez-y. Mot de la fin, OK. Si dans votre milieu de travail, vous vous êtes déjà questionné à savoir qu'est-ce que je fais avec tel type de comportement, j'aimerais mieux ne pas avoir à intervenir ou je devrais davantage intervenir, est-ce que je me réfère ou c'est uniquement moi qui prends la décision? Bien, c'est là qu'entre en jeu la recherche. Quand on vient faire des recherches de documentation au niveau des freins, des obstacles, mais aussi des éléments facilitateurs, c'est important de prendre notre voix d'intervenant puis de venir appuyer les différentes données scientifiques pour que les formations nous parlent par la suite. Parce que des fois, on entend dans le milieu « Ah, encore une formation ou encore un nouveau programme », mais les programmes et les formations sont là pour répondre à un besoin de terrain. Fait que si vous êtes un intervenant qui avait une clientèle en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, en milieu institutionnel de plus de 18 ans, je vous invite fortement à prendre le 15 minutes et à remplir le questionnaire en ligne pour justement bonifier la formation, mais également permettre d'avoir une voix au niveau des prochaines décisions. Anaïs, c'est vraiment... Vous êtes en mesure de faire, je vous garantis, le travail que je fais. Oui? Mais moi, je ne peux pas faire le vôtre. Anaïs Berthiaume, merci infiniment. Merci. Et bon succès. Merci beaucoup. Merci.